Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, avec aujourd'hui la suite et fin de l'émission consacrée à la Birmanie, en compagnie de Su Min, journaliste militant, fondateur et rédacteur en chef de Mizima, un média indépendant qu'il a fondé en exil en Inde en 1998 et qui opère aujourd'hui depuis l'étranger, mais aussi depuis l'intérieur du pays. Cette émission fait écho à l'épisode publié au mois de février et consacré aux élections générales qui venaient alors de se conclure. Des élections contestées, organisées par la junte militaire sur les territoires qu'elle contrôle, mais qui n'ont pas été reconnues comme légitimes par les Nations Unies, l'ASEAN ou encore l'Union européenne. Su Min avait déjà expliqué que Mizima avait couvert les élections grâce à des journalistes restés dans les régions contrôlées par l'armée, mais aussi grâce à ces journalistes basés au niveau de la frontière avec la Thaïlande ou dans les territoires occupés par différents groupes de résistance en Birmanie. Le fondateur de Mizima est revenu sur les indices qui lui ont mis la puce à l'oreille et qui lui ont fait pressentir qu'un nouveau bouleversement politique allait bientôt se produire. Nous avions l'expérience de coups d'État. J'ai personnellement assisté au coup d'État de 1998 et à la répression brutale des manifestants. Et comme nous étions des journalistes expérimentés, nous savions qu'un coup d'État allait avoir lieu. Nous travaillions initialement pour améliorer la liberté de la presse et nous coopérions avec les autorités. Mais nous avons vu le gouvernement se retirer de ces discussions, des réformes, que le gouvernement attendait quelque chose. Et lors des élections de 2020, l'armée a donné des indices en disant qu'il y aurait des problèmes si les gens ne votaient pas pour le parti pro-junte. Et quand la Ligue nationale pour la démocratie a remporté un succès massif lors des élections et que l'armée n'a pas confirmé les résultats, on a compris que l'armée ne permettrait pas les résultats. Nous savions donc que ça allait arriver, mais nous ne savions pas quand. Su Min a expliqué comment il avait vécu le coup d'État de 2021 et la manière dont il s'était préparé, avec ses collègues de Mizima, à la probabilité d'un nouveau renversement du gouvernement. Sachant cela, nous avons décidé de nous préparer, car nous savions que, quand ça arriverait, l'armée viendrait dans nos bureaux. Nous avons décidé que nous continuerions à faire notre travail, à opérer notre chaîne de télévision. Mais comment faire ? Nous ne pouvions pas déménager pour nous installer dans la jungle. Alors, nous nous sommes préparés à quitter les centres-villes de Mandalay, Naypyidaw, Rangoon, car nous savions que nous serions arrêtés. Alors on s'est préparé environ un mois avant à nous rendre dans des zones de l'État Karen qui n'étaient pas sous le contrôle de l'armée. Nous avons préparé un plan pour chacun de nous, pour ceux qui resteraient dans le pays et ceux qui iraient à l'étranger. Et j'ai emmené une équipe de télévision de 7 personnes pour aller dans l'État Karen avec nos équipements près de la frontière où il y a Internet. Et c'est dans cet endroit, qui est littéralement dans la jungle, dans une zone non contrôlée par la junte, que nous avons installé notre station de diffusion. Nous avons donc dû quitter nos bureaux dans la ville. Et comme prévu, la junte a fait des raids dans nos bureaux. Mais c'était en mars et il n'y avait personne dans les bureaux. C'est une fois de retour en exil que le travail de formation de journalistes s'est révélé particulièrement utile, permettant à Mizima d'activer un vaste réseau de correspondants et de journalistes citoyens à travers le pays pour continuer d'informer. Les journalistes qui sont restés dans les villes ont continué à couvrir secrètement les manifestations pacifiques qui se sont tenues après le coup d'État. Et nous autres qui étions partis avons continué à informer sur ce qui se passait dans le reste du pays. Et les journalistes citoyens ont aussi fourni du contenu que nous avons pu utiliser. Au cours des 8-9 ans en Birmanie, nous avons formé près de 2000 personnes. Ce sont ces journalistes citoyens qui postaient sur Facebook des articles ou vidéos sur ce qui se passait. Et nous utilisions ces contenus pour couvrir l'actualité en live.
Soo-min est aussi revenu sur la descente de police dans les bureaux de Mizima, survenue 5 semaines après le coup d'État. À Rangoon, nous avions de grands bureaux comme ici à RTI. Les gens de la junte sont venus tard, le 9 mars. Mais notre licence avait été révoquée avant ça. Bien sûr, nous n'avons pas pu tout prendre lorsque nous sommes partis. Nous avons dû laisser les meubles, les studios. Ils ont pris ce que nous avions laissé, des ordinateurs cassés, etc. Mais à ce moment-là, nous étions en sécurité pour continuer notre travail. Toutefois, après un certain temps, 7 membres de Mizima, dont le cofondateur, ont été arrêtés. Donc 7 personnes ont été arrêtées sur environ 100 personnes qui travaillaient initialement pour Mizima. La plupart d'entre eux ont fait 3 ans de prison et ensuite ont été relâchés. Certains travaillent encore pour nous, mais depuis des zones sûres, et d'autres ont arrêté. Les journalistes de Mizima travaillent donc à la fois depuis l'étranger et depuis l'intérieur du pays pour ceux qui se cachent. Mais le média compte aussi des journalistes basés en Birmanie, dans les territoires contrôlés par les différents groupes rebelles avec qui Mizima reste en contact. Le média cherche ainsi à faire entendre les voix de l'opposition, que ce soit celles des Birmans en exil à l'étranger, des groupes rebelles ou du gouvernement d'unité nationale, un gouvernement entre guillemets informel, composé de leaders de la dissidence et qui tente d'organiser et d'unir les forces de la résistance contre la junte. Nous faisons du reporting de façon neutre. Ça arrive que le gouvernement d'unité nationale n'aime pas ce que nous écrivons, mais il nous autorise tout de même à publier nos contenus. Nous voyons notre travail comme faisant partie de la construction du pays. La Birmanie a 2 problèmes fondamentaux depuis avant l'indépendance. D'abord, l'équilibre entre la majorité et les minorités, qui ont longtemps été privées de leur autodétermination. Ensuite, il y a aussi des minorités au sein des minorités, comme par exemple les Rohingyas dans l'État d'Arakan, ou les Shani dans l'État Shan, ou les Tahan dans les États Shan et Kachin. Ce sont autant de sujets que nous devons couvrir et ce travail participe à la construction du pays et d'une véritable union fédérale. Et pour cela, nous devons travailler avec les différents groupes de la résistance. Quant au paysage médiatique de la Birmanie contrôlée par la junte, il faut savoir que le pays est classé 169e sur 180 pays et territoires dans le classement mondial de la liberté de la presse 2025 de Reporters sans frontières, qui indique que le Myanmar est la 2e plus grande prison de journalistes au monde, juste derrière la Chine. Bien sûr, les médias indépendants qui ont résisté et qui se sont battus pour la liberté de la presse avant 2010, et ceux qui ont joué un rôle pendant les quelques 10 années de relative démocratisation. Tout cela ont rejeté le coup d'État militaire et ont fait le pari de continuer leur travail malgré la révocation de leur licence par l'armée. Le Independent Press Council of Myanmar regroupe une 50aine de médias indépendants, dont Mizima, qui opèrent en dehors du contrôle de l'armée, en exil pour la plupart. Ce sont eux qui ont le plus d'audience et de lecteurs. Mais il y a aussi des médias qui ont décidé de travailler, de coopérer avec l'armée et qui travaillent en même temps pour la Chine et la Russie. Car la junte birmane travaille étroitement avec la Chine et la Russie. Donc ces médias publient aussi la propagande de ces pays en récupérant leur contenu. Ils s'inscrivent vraiment dans un réseau, une campagne de désinformation, qui fait aussi la particularité du paysage médiatique en Birmanie. Ils ont une audience beaucoup plus limitée que les médias indépendants, mais ils ont tout de même leur public et surtout les financements pour continuer, notamment des financements chinois. À titre indicatif, Mizima a 21 millions de followers sur Facebook, tandis que les médias homologués par le régime ont 100, 200 000 followers. La plupart des médias indépendants sont à l'étranger, mais il y en existe aussi à l'intérieur du pays. C'est surtout le cas de médias qui diffusent ou publient en langue de minorités ethniques, qui opèrent depuis des zones qui ne sont pas contrôlées par l'armée. Mais Soo-min explique que les médias indépendants font tous face à des défis similaires et notamment à une crise des financements. Mais le problème pour les médias indépendants, c'est qu'ils n'ont pas de business model. Mizima a perdu son business model en perdant les revenus de la publicité après le coup d'État, car aucun annonceur n'ose plus faire de la pub chez nous.
Nous devons dépendre des organisations internationales, de dons. Mais le financement international a beaucoup diminué partout. Le financement américain, qui venait de l'USAID, a été stoppé d'un coup en février 2025, en même temps que celui pour Radio Free Asia et Voice of America. Puis le financement allemand que nous recevions via la Deutsche Welle a été stoppé cette année. Et un autre financement suédois, cette fois, notre principal financeur, va prendre fin en juin 2026. Donc, les médias indépendants vont faire face à un autre défi. Nous devons essayer de générer nos propres revenus via YouTube, Facebook, et nous proposons aussi des services liés aux médias. C'est de la production de contenu pour les organisations internationales, les ONG, avec des annonces de services publics au sujet, par exemple, des mines antipersonnelles, des séismes, de la météo, des offres concernant l'enseignement. On a notamment un accord de service avec le Comité international de la Croix-Rouge et on informe dans notre média comment les contacter en cas d'arrestation, par exemple. Nous dépendons donc encore des organisations internationales, mais je pense qu'à terme, d'ici 1 ou 2 ans, il nous faudra dépendre des revenus que nous générons nous-mêmes. We have to sustain ourselves to continue the work. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.